Université d'Alger 3, Faculté des sciences de l'information et de la communication. Module français. Tronc commun, deuxième année. Professeur Othmani Mustafa. Cours numéro 1. Nous avons consacré ce cours au concept relatif à l'information et à la communication. Sans plus tarder, on commence notre cours. Dans cette section, il s'agit d'aborder les notions importantes qui se rattachent à l'information et à la communication, et ce, dans le but de faciliter la tâche aux étudiants et de les aider à maîtriser les notions essentielles, notamment les notions de l'information, la communication ainsi que la notion des nouveaux médias. Point numéro 1, l'information. Définition. Du point de vue de linguiste, le mot information est un mot d'origine occidentale, dérivé du verbe informer, du latin informare, dont le sens peut être traduit par d'autres verbes comme dire et annoncer, qui signifie faire savoir quelque chose à quelqu'un. Idiomatiquement, il désigne le processus qui s'achève par la diffusion de nouvelles et d'informations exactes, fondées sur l'honnêteté et la franchise. L'information consiste à fournir aux gens des informations et des faits qui élargissent leur horizon. C'est un type de communication qui a lieu entre un destinateur et un destinataire dans le but de communiquer des nouvelles, des informations ou des faits. Son but est généralement d'influencer l'autre. Cette influence est présentée comme une réaction ou une réponse immédiate ou finale. Si l'opération s'achève selon les attentes du communicateur, cela signifie qu'il a atteint son objectif en influençant le comportement des autres sur la base d'informations, d'idées et de faits. Principe et fondement sur lequel repose l'information. L'information repose évidemment sur des principes fondamentaux et que nous pouvons résumer comme suit. Premièrement, des faits étayés par des chiffres et des statistiques. Deuxièmement, l'objectivité dans la présentation des faits. Troisièmement, la vérité, l'honnêteté et la crédibilité dans la collecte des données à partir de ces sources fiables. Quatrièmement, rapporter la réalité telle qu'elle est, sans modification ni instrumentalisation à des fins personnelles ou idéologiques. Cinquièmement, être équitable et éviter de diffuser de fausses déclarations, les fake news, ou de fausses nouvelles. Distinguer clairement entre une nouvelle, une opinion ou une conclusion. Troisième point, caractéristiques de l'information. Il existe un certain nombre de caractéristiques qui caractérisent l'information, à savoir, c'est une activité de communication à laquelle s'appliquent tous les aspects et éléments de l'activité de communication et ses composantes de base, notamment la source de l'information, le message médiatique, les moyens médiatiques qui transmettent ces messages, destinateurs, destinataires. L'information se caractérise par l'exactitude, l'honnêteté et la franchise et présente des faits établis et des nouvelles correctes, sans distorsion. L'information vise à expliquer, simplifier et clarifier les faits et les événements. On passe maintenant à la communication. Donc le terme communication renvoie à la manière dont les connaissances et les idées sont transférées d'une personne ou une entité à une autre personne, une autre entité bien sûr, dans le but d'interagir de manière cognitive ou émotionnelle afin d'influencer, informer, échanger des expériences
et des idées ou inciter l'autre à réagir, ou juste pour le distraire, etc. Selon le dictionnaire des termes médiatiques, la communication est la transmission d'informations, d'une idée, d'attitude ou d'émotion d'une personne à une autre ou d'un groupe à un autre à travers un code. La communication est la base de toute interaction sociale. Elle permet de transférer les connaissances et de faciliter la compréhension entre individus. Deuxième point, les éléments de la communication. Afin de mieux comprendre tous les éléments qui peuvent influencer la qualité et la nature de la communication, nous vous proposons le schéma de Jacobson. Le premier élément est l'énonciateur, l'élément important. Donc l'énonciateur, aussi désigné émetteur ou destinateur, est celui qui émet le message. Donc l'élément de la situation de communication qui permet de répondre à la question qui est-ce qui dit ça? Donc qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui dit? Qui est-ce qui rapporte? Exemple, lors d'un exposé oral, l'énonciateur est la personne qui présente ses idées. Dans un éditorial de journal par exemple, c'est l'auteur du texte. Dans un roman, automatiquement, c'est le narrateur. Deuxième élément important, c'est le message. Donc, comme je disais, le deuxième élément, c'est le message. Le deuxième composant, c'est le message. De manière générale, l'énonciateur transmet un message, peu importe le type de communication. Le message est toujours le sujet de la communication. Élément qui fournit une réponse à la question « Qu'est-ce qui est dit ?» Donc le message, c'est ce qui donne sens à la communication. Le troisième élément, énuméré par Jacobson ou dans le schéma de Jacobson, est le destinataire et le récepteur. Donc l'énonciateur communique habituellement son message à une personne ou à un groupe précis. Dans la situation de communication, la personne à qui le message s'adresse est le destinataire. Cet élément de la situation de communication permet de répondre à la question à qui s'adresse le message. Exemple, lors d'un exposé oral, le rôle du destinataire est joué par l'ensemble de la classe. Lorsqu'un individu écrit une lettre, il s'agit directement, ou bien il s'adresse directement à son destinataire. Toutefois, il se peut que la personne qui reçoit le message ne soit pas nécessairement le destinataire. Lorsque c'est le cas, cette personne est le récepteur. C'est le cas lorsque quelqu'un envoie une copie d'un courriel à une autre personne que le destinataire. Cette autre personne reçoit le message bien qu'il ne lui ait pas été adressé directement, il ne lui a pas été destiné. Le quatrième élément, si je ne me trompe pas, c'est le contexte. Bien souvent, les raisons à la base de la communication vont modifier le type de communication que l'énonciateur va choisir. C'est donc dire que le contexte exerce une influence importante, voire majeure, sur la communication. Il faut se poser certaines questions pour mieux analyser ce contexte. Qu'est-ce qui a donné lieu à la communication? Dans quelle situation la communication s'effectue-t-elle? Quelle est la relation entre l'énonciateur et le destinataire? C'est également le contexte qui explique certains éléments de la communication, comme la référence faite à un moment, à un événement ou à une personne. Par exemple, si on lit dans une lettre qui nous est adressée en raison des événements récents que vous connaissez, donc le contexte d'énonciation devrait nous aider à savoir ce dont il est question précisément. Chaque société et chaque époque a ses caractéristiques et ses valeurs culturelles propres.
Dans une situation de communication, l'émetteur et le lecteur doivent tenir compte de ces marques culturelles. Il est intéressant de savoir que tous les types de valeurs vont influencer le contexte d'énonciation et de réception d'une situation de communication. Ce qui fait qu'une grande différence entre les valeurs de l'énonciateur et les valeurs du récepteur peuvent créer des bruits qui nuisent à la communication. Le code, comme cinquième ou sixième élément, donc le code est le moyen utilisé pour transmettre le message. La langue française, l'arabe, l'anglais, le code morse et la langue des signes sont autant de codes qu'il est possible d'utiliser. Donc on peut utiliser tous ces codes ou en choisir un. Le contact, qui est le canal. Pour installer une véritable situation de communication, il doit y avoir un contact entre l'énonciateur et le destinataire. Le destinataire doit savoir que le message s'adresse à lui. Un canal physique est une connexion psychologique entre le destinateur et le destinataire, contact, qui leur permet d'établir et de maintenir la communication. Dans un discours politique, par exemple, les phrases comme « je m'adresse à tous les Algériens » ou « Algériens, Algériennes » vont créer le contact nécessaire. En dernier, les bruits à la communication. Donc malheureusement, toute communication n'est pas parfaite et il se peut que certains éléments nuisent à la transmission du message. C'est ce que l'on nomme les bruits à la communication. Un bruit n'est pas nécessairement sonore. Il est vrai que dans une salle pleine, les bruits ambiants vont nuire à la communication entre deux personnes, mais d'autres sortes de bruits peuvent nuire à la transmission du message, comme dans le cas où l'énonciateur et le destinataire n'utilisent pas le même code, par exemple, ce qui fait qu'il n'y a pas de contact entre eux, car le destinataire ne connaît pas les éléments auxquels l'énonciateur fait référence. Un autre cas, par exemple, où l'énonciateur n'émet pas son message clairement. Le destinataire, dans ce cas-là, ne comprend pas le message qu'il reçoit. Ou aussi, ces éléments qui interfèrent au message à communiquer sont des exemples de bruit à la communication. La rétroaction, le feedback. Il n'y a pas que l'énonciateur qui puisse émettre un message dans une situation de communication, car le destinataire peut fournir des rétroactions positives ou négatives au sujet du message qu'il a reçu. Le destinataire peut fournir différentes rétroactions comme opiner de la tête, poser des questions, réagir à l'aide des mimiques faciales, etc. Dans une communication orale, ce ne sont pas que les mots choisis qui affectent le sens de la communication. Tout le non-verbal peut aussi y participer, la posture, l'intonation, le volume, l'accent, les émotions, les gestes, les rythmes, le regard, les expressions faciales, etc. Généralement, ces éléments devraient favoriser la compréhension du message. Il peut arriver par contre que le non-verbal ne s'accorde pas du tout avec le verbal. Le destinataire voit alors la contradiction entre ce que l'énonciateur dit et ce que son non-verbal laisse paraître. Cela peut causer un bruit à la communication. Harold Laswell a proposé une définition du champ d'étude de la communication selon une approche fonctionnaliste. Who says what, to whom, in which channel, with what effect. Soit qui dit quoi, à qui, par quel moyen, avec quel effet. La communication n'est rien d'autre qu'un processus de codage où il y a toujours une source qui émet des symboles par quelconque moyen à un récepteur qui les reçoit et les interprète automatiquement. Le succès du processus de communication dépend du choix du contenu approprié du message qui fait l'objet de la communication, du choix du canal
du choix du canal ou des moyens appropriés pour sa transmission. La valeur de tout message dépend de l'étendue, de l'efficacité et de l'impact de ce message. Et cela ne peut être confirmé que si nous connaissons l'impact du message sur la personne qui le reçoit.